Bonjour et bienvenue dans Outdoor Minds. Nous vivons des changements sociétaux très forts qui impactent les business models des acteurs du tourisme et des sports outdoor. Nous assistons à des rebonds fascinants que les leaders savent anticiper pour les transformer en opportunités. Dans cette série d'entretiens, nous voulons partager les parcours, les expériences et les visions des plus grands esprits qui font l'outdoor d'aujourd'hui et de demain. Je suis Armelle Solélac, fondatrice de Switch et spécialiste de stratégie de marque et de responsabilité sociétale des entreprises. Tous les dimanches, avec Ariane Favier, experte du capital immatériel des entreprises, nous avons le plaisir d'animer ce podcast. Pour cette 5e saison, avec nos invités prestigieux, nous allons faire un pas de côté pour regarder en arrière, afin de mieux aller de l'avant. En effet, cette saison est entièrement consacrée aux personnalités audacieuses de l'outdoor et du tourisme. Elles et ils ont fait preuve de courage et ont pris tous les risques. Elles et ils ont ouvert des voies pour nous. Aujourd'hui, nous revenons avec eux sur leur parcours, sur leurs sources de fierté, sur leurs erreurs et sur le regard qu'ils portent sur l'avenir de leur industrie. Allez, c'est parti pour une nouvelle rencontre inspirante. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Laurent Surbec, cofondateur de Montagne TV. Salut Laurent. Bonjour Armelle, ravi d'être là. Alors, tu es mon producteur, réalisateur, journaliste favori. Je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui. Mais avant de devenir tout ça, est-ce qu'il y avait des signes précurseurs quand tu étais plus petit de ce que tu es devenu ensuite professionnellement ? Oui, oui. J'étais petit passionné par plusieurs choses. J'étais passionné tout court déjà, mais j'étais passionné dans les passions que j'avais ou les centres d'intérêt importants de toute façon que j'avais. Il y en avait qui étaient évidents, c'était les médias. Les médias m'ont toujours intéressé. J'étais passionné par la télévision, mais pas uniquement pour la regarder de façon passive et pour la comprendre. J'étais passionné par la montagne, petit, alors que j'ai grandi en région parisienne, mais c'était une affaire de famille peut-être, puis une passion qui m'a pris. Et puis j'étais à la question qu'est-ce que tu veux faire dans la vie après le passage évidemment astronaute, pilote, quand on a 6-7 ans, je suis passé par une petite phase de sportive aussi, mais sinon rapidement il y avait je sais pas exactement quoi, mais je vais créer une entreprise. Ça c'était évident et c'était pas c'était parce que je trouvais que ce côté créer quelque chose tout simplement. Voilà, créer quelque chose, développer un processus, un produit, avoir des gens autour, voilà, c'était je trouvais ça génial. Alors raconte-nous ton passage de la banlieue parisienne à Montagne TV. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux ? Il s'est passé pas mal d'années, mais en synthèse, je faisais partie des Parisiens qui allaient quand même souvent à la montagne, hein, qui avaient la chance par sa famille d'avoir des accroches en vallée de Chamonix et en Tarentaise. Et puis voilà, c'est quelque chose qui m'a tout de suite beaucoup plu, beaucoup donné envie, cette montagne. Et en parallèle de ça, je suis quand même, après avoir fait des études entre école de commerce, spécialisation médias, une année en journalisme, je suis rentré chez Lagardère et je suis rentré sur la partie médias, donc radio au début, ensuite télévision, affichage, mais plutôt au début, radio, télévision, et puis tout ça sans quitter l'envie de montagne. Et donc j'ai eu un moment l'opportunité de quitter Lagardère et de rester dans le monde de la radio, parce qu'à l'époque, à Lagardère, j'étais sur la partie développement de qui étaient les radios de Lagardère à l'époque, c'est-à-dire Skyrock, Europe 1, Europe 2, RFM. Et j'ai eu l'opportunité d'être chassé par le concurrent direct de Lagardère, c'est-à-dire le groupe Énergie, qui me proposait un poste sur la région Rhône-Alpes. Ce que j'ai pris tout de suite parce que j'avais déjà fait quelques essais d'installation en Savoie, que c'était un objectif et que voilà, j'ai pris ça. Et puis en étant chez Énergie, j'ai mieux connu la région, mieux connu l'écosystème. Et puis à cette époque-là, il y a une télévision régionale qui s'appelle TV8 Mont-Blanc, qui avait fermé à l'époque et qui était en train de rouvrir. Et puis voilà, j'ai trouvé ça, j'ai dit tiens, pourquoi pas. Je connaissais ça qu'en tant que touriste. J'ai envoyé un CV, Stéphane Santini, qui était directeur général à l'époque, et Patrice Mahler, acteur en chef, qui m'ont recruté. Et puis voilà, je suis rentré par la partie développement, marketing, commercial, animation, enfin développement un peu tout court, parce qu'on était peu. Et puis 2 ans après, j'étais au comité de direction, et 3 ans après, j'étais directeur général, et j'y suis resté 8 ans. Ça a été le début de la partie télévision, au début régionale, et déjà là, je proposais au conseil d'administration de TV8 Mont-Blanc de faire 2 chaînes, une locale et une spécialisée montagne, en disant qu'on en avait tous les moyens en étant basé là, mais qu'il fallait qu'on voit plus loin pour la partie montagne. J'ai eu des oui un peu mous assez longtemps, et quand j'ai des oui un peu mous assez longtemps, comme je ne suis pas de naturel le plus patient du monde,
J'ai fini par partir, créer ma structure de production, et puis quelques temps après garder l'idée en tête d'une chaîne thématique sur la montagne. Et voilà, le chemin commençait à se voir. Et comment t'as fait la bascule? Parce que c'est une chose de se dire bon, je tâte le terrain, et c'en est une autre de le faire vraiment. Ouais. En fait, ce que tu dis, c'est quand même le propre d'un chef d'entreprise, ou d'un entrepreneur en tout cas, quoi. La grande différence entre des gens qui ont des idées et des entrepreneurs, c'est que l'entrepreneur, quand il a une idée, il y a un moment ou un autre, il y va, en n'ayant forcément pas la certitude à 100% que ça va marcher. Donc la bascule, elle s'est fait comme ça. J'avais vraiment la certitude à ce moment-là, en étant dans cette télévision régionale, qu'il y avait une place pour une chaîne thématique sur la montagne. Évidemment, j'en avais parlé à certaines personnes, il y avait Marc Béchet à l'époque, qui était à Megève avant qu'il parte à la région Rhône-Alpes, avec qui on en avait déjà parlé. J'avais plusieurs personnes qui trouvaient qu'il y avait vraiment une place. Et puis à l'époque, j'avais aussi à TV8, je vais le citer parce que j'ai eu très très peu de mentors dans ma vie, mais lui en a vraiment été un, et donc il s'appelle Paul Rivier. Et il a été le patron, le grand patron du groupe Tefal et du groupe Seb ensuite. C'est quelqu'un d'extrêmement visionnaire, qui a toujours été visionnaire et c'est ce genre de personnes que tu travailles avec, qui sont marquants dans ta vie parce qu'ils t'obligent à avoir, à chaque fois qu'il te parle, ils t'obligent à avoir à peu près tous les neurones à 200%, sinon il le voit. Il voit que t'as pas bien écouté ou il voit que t'as pas bien compris. Et lui, j'en avais parlé et lui, il m'appuyait là-dessus. Mais il y avait un conseil d'administration, c'était pas simple. Voilà. Donc moi, j'avais la certitude qu'il y avait une place pour une chaîne thématique sur la montagne. Donc j'ai suivi cette certitude assez longtemps. Ça s'est pas fait tout de suite, mais après c'est des rencontres évidemment, quoi, et notamment celle avec Jean-Philippe Caille à Lyon, qui avait déjà suivi un projet de chaîne montagne avec le groupe Glénat entre autres, et qui avait pas été au bout, et quand il m'en a parlé, il m'a dit mais moi je suis toujours persuadé que ça doit exister. Moi je sais pas faire, mais si toi tu sais faire de la télévision, faisons-le. Ça tombe bien. Je vais pas faire grand chose, mais ça je commence à savoir un petit peu faire, et donc voilà, donc on a lancé en 2010. Donc en 2010, tu as collecté de l'argent et puis tu as ouvert un bureau et hop, ça y est, c'était up and running, ou c'était un peu plus compliqué que ça? Bon, c'est presque ça. Enfin, en 2010, en gros, je m'associe avec Jean-Philippe Caille. On met tous les deux au capital. Il est largement plus actionnaire que moi. J'ai 15%, il en a 85%, mais c'est moi qui est président. Donc je suis l'opérationnel, quoi. Mais il est très actif et on monte le projet à toute pièce. Je réunis une équipe évidemment tout de suite, avec pas mal de gens qui ont que des gens qui avaient traversé ma vie à un moment ou à un autre au niveau professionnel, pratiquement, ou des gens qui étaient soit des concurrents d'ailleurs à une époque, soit des gens avec qui j'avais eu envie de travailler. C'est un projet qu'on mène, c'est aussi ça, je trouve. C'est un projet qu'on mûrit longtemps en soi, et quand on le fait, c'est aussi l'occasion de rassembler autour de nous des gens avec qui on a travaillé, en tout cas aimé travailler à un moment ou à un autre, ou même, encore une fois, des concurrents. Enfin, quand j'ai été recruté, Anne-Sophie Richard, qui était directrice commerciale de Nivea à un moment, enfin de tous mes concurrents, elle avait été directrice commerciale d'à peu près tous mes concurrents. On était concurrents, on s'est toujours dit un jour on travaillera ensemble. Voilà, il y a eu une très belle équipe réunie, avec notamment aussi pour toute la gestion de la communication digitale et réseaux sociaux, une agence qui s'appelle Switch, que tu connais un petit peu. On peut parler d'Yoann Chaborine, on peut parler d'autres personnes qui sont très bien aussi. Ouais. Au lancement de Montagne TV, pour construire le projet, construire le lancement, il y a eu 35 personnes qui bossaient ensemble, parce que faut comprendre qu'on a lancé avec le soutien du groupe Canal+, donc sur CanalSat, avec eux qui nous appuyaient sur le soutien, donc avec Astra 19.2. Enfin, c'est complexe. J'avais quand même essayé de voir des choses de manière assez large pour donner une image de la montagne qui n'était pas une image uniquement corps. Je voulais absolument pas ça, et ça tombait bien. Je suis pas né en montagne, donc je voulais aussi parler en fait à tout le monde, et non pas uniquement aux gens qui aimaient déjà la montagne. Je voulais parler à ceux qui savaient pas encore qu'ils pouvaient l'aimer. Et donc c'est pour ça que j'ai tout de suite eu des Gilles Chapaz, des Laurent Davier, de ça qui étaient autour de moi, avec des Guillaume Desmurs, des autres qui tous ont eu évidemment une expérience montagne importante, mais aussi évidemment des gens beaucoup plus, des André Manoukian, des Alexandre Debanne, des Stéphane Thébault qui était animateur principal, des Florian Brisotto, enfin des gens qui, pareil, ont un lien avec la montagne, mais aussi qui sont aussi des gens, on va dire, plus grand public au niveau des thématiques. Et on a fait un très beau lancement. On a fait un lancement à Paris, à l'hôtel Raphaël, avec 50 journalistes, ce qui est relativement rare quand même pour une conf de presse qui émane pas d'un grand groupe. Un lancement à Lyon évidemment aussi, et un très beau lancement. Ça a été une très très belle aventure, avec vraiment une vraie reconnaissance. Et je me souviens toujours d'avoir présenté le projet à Virginie Courtieu, directrice des contenus de tout le groupe Canal à l'époque, donc de toutes les chaînes Canal, qui au bout de 10 minutes m'a dit mais de toute façon vous avez forcément votre place dans le bouquet CanalSat. Et donc c'était pas uniquement sur moi, c'était vraiment sur la pertinence en fait de l'existence d'une chaîne Montagne TV. Et entre la création et aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Dans le bien ou le moins bien?
Les deux, la vie entrepreneuriale, c'est forcément les deux. Ce qui m'a marqué dans le moins bien, je le savais un petit peu, mais je pensais quand même essayer de le contourner plus, c'est les difficultés qu'ont les acteurs de la montagne à se fédérer. Parce que l'une des difficultés que j'ai eues avec Montagne TV, c'est que quand j'ai fait, parce que là je parlais de CanalSat, mais quand j'ai fait le tour des acteurs de la montagne avec le projet Montagne TV, je pense qu'à 99%, tout le monde m'a dit mais génial. Franchement, en plus, fais-la bien en gratuite, parce que comme ça va aider à recruter des gens, à recruter donc des nouvelles personnes qui vont aimer la montagne, qui vont venir. Donc voilà, tout le monde était super supporter. Ça s'est vite transformé en lance-le, on viendra un peu après pour voir quand même. C'est pas le cas de tout le monde, hein. France Montagne, Jean-Marc Silva et ses équipes m'ont suivi dès le début. Bon voilà, il y a quand même beaucoup de gens qui sont venus aussi. Hein, mais ça a été un moment pas si simple que ça parce qu'on a voulu absolument faire une très grosse première année. On a quand même beaucoup investi et on s'est dit en effet qu'on avait servi à quelque chose. Et voilà, ça des fois ça a été un petit peu dur de fédérer. Bon, ça c'est un point. Après ce qui a été très bien, c'est que il y a eu un très beau lancement sur les 2 premières années en termes d'audience et en termes de succès d'estime. C'est-à-dire que j'ai deux points, moi, qui m'avaient marqué, c'est peut-être une petite histoire d'ego, mais pas forcément mal placé, hein, mais je veux dire, ça fait plaisir en fait, la première enquête médiamétrie au bout de 17 mois, d'ouverture, je me souviens, c'était en juillet, on est à 0,1 point d'audience, d'Ushuaïa TV. Et là, tu te dis, bon, Ushuaïa TV quand même, alors c'est pas des énormes audiences, mais je veux dire c'est quand même une chaîne assise depuis longtemps avec un nom très connu qui fait partie du groupe TF1. On est sur la même thématique. En un an d'ailleurs, notre numérotation sur les bouquets était passée de 100 je sais pas quoi à juste à côté de Planète et Ushuaïa. Donc ça vraiment c'était des points forts. Et puis c'est Arte qui nous ouvre les portes de coproduction parce que ils trouvaient qu'on faisait les choses quali. Et qui voulait monter des séries en montagne et qui nous reçoit pour parler de séries à coproduire ensemble. Et là, c'est vrai qu'avec Johan Cheborine, on sort du bureau, on peut pas s'empêcher d'éclater de rire parce qu'en fait, on sent dans leur discours qu'ils sont persuadés qu'on a, je sais pas, 40 personnes au service programme et un petit budget d'achat de programme ou de coproduction de l'ordre de 200 millions, je pense. J'exagère, mais je pense pas loin, alors que on faisait Montagne TV avec un budget de 2,5 millions, un peu moins, quoi, dont quasiment 1 million va dans la diffusion. Donc c'était assez drôle, ouais, que les gens, il y a ce côté réussite qui était marquant parce qu'on savait qu'on partait de pas grand chose, donc c'était bien. Ouais. Alors je me souviens d'avoir géré une petite crise pour vous lorsqu'il y avait eu un arrêt de la diffusion hertzienne de la chaîne et en l'espace d'1 heure, on avait reçu plus de 3500 messages d'amour de téléspectateurs qui étaient vraiment désespérés de ne plus trouver la diffusion de leur programme favori. Et c'était fou en fait ce déversement d'amour des gens qui voulaient voir absolument la chaîne. Ouais, vraiment. Hein, il y avait vraiment moi, j'ai encore des gens aujourd'hui qui m'ont reçu, enfin, je veux dire, parce que il y avait Montagne TV, quoi, et qui nous disent, mais on la voit plus. On la voit plus depuis longtemps. Mais non, qui m'en parlent encore. J'ai longtemps été un peu le monsieur Montagne TV parce que oui, il y avait vraiment. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a vite fait beaucoup d'audience. Et comme toujours, après, c'est plus difficile d'en gagner. Mais en tout cas, l'audience cible de base, qui était ceux qui avaient envie de voir une chaîne sur la télé, sur la montagne, où qu'il soit d'ailleurs, hein, parce que l'audience, elle était à peu près conforme à la fréquentation de la montagne, notamment en hiver évidemment. C'est-à-dire qu'il y avait à peu près 20% de notre audience qui était parisienne, 35% Rhône-Alpes, et puis le reste un peu dans toute la France. Mais oui, il y avait moi je me souviens, on avait une émission qu'on avait fait qui s'appelait Trail Référence, qu'on coproduisait avec Migou d'ailleurs, et qui était quand même une vraie émission. Enfin, je veux dire, on était à des trucs où dans la première, j'avais Kylian Jornet qui venait, qu'on interviewait. Enfin, il y avait vraiment du lourd. Quand Salomon, au fil des changements de direction à un moment, a retiré le sponsoring et qu'on avait en même temps différents points de trésor à gérer, j'ai dit ok, j'arrête l'émission, elle nous coûtait vraiment cher, mais j'ai reçu des messages mais vraiment de gens très en colère, quoi. C'était vraiment de ma faute et limite ils allaient venir dans mon bureau me corriger, quoi. C'était il y avait un vrai attachement et oui, tout ça c'est des très bons souvenirs en fait. Aujourd'hui, tu as créé avec Benoît Fritsch et Bruno Cerclé l'initiative Mountain Changemakers. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ? Alors Mountain Changemakers, c'est en effet mon sujet et mon autre grande satisfaction. C'est des cycles, hein, évidemment. En fait, pour faire très court, Mountain TV a eu quelques vies un petit peu différentes avec un rachat par Webedia. Ensuite, j'ai repris la marque, je l'ai relancé sur le digital. Et puis, on était juste avant le Covid. Donc je voyais tous les jours déjà comment s'accentuait en fait
tout ce qui était dérèglement économique et autres dû à des hivers de plus en plus bizarres. J'avais ça en tête, je passais mon temps quand même et ma vie à rencontrer et à discuter avec des acteurs socio-économiques ou du tourisme en tout cas de montagne. Donc j'avais vraiment, je commençais vraiment à avoir l'envie d'une série. C'est quand je fais de la voiture en fait. Des fois on me dit mais t'as eu une idée? Oui, j'ai fait de la voiture en fait. Quand je fais du train je travaille, quand je fais de la voiture je réfléchis. Et en fait, il y a eu le Covid. Donc le Covid, Montagne TV, à peu près 100% de ses clients dans le tourisme, hein, donc à peu près 0 de chiffre d'affaires à ce moment-là pour le Covid. Donc au-delà du fait qu'il faut avoir un peu de réflexion à ce niveau-là et un peu de faire un peu de sophro, ça donne aussi un peu de temps. Et en fait, je me suis retrouvé à ce moment-là à avoir un petit peu de temps et à me dire voilà, maintenant il faut que je le fasse. Et je me suis mis un samedi matin à écrire un projet de série. Je le voyais vraiment comme une série documentaire, donc qui s'appelle Mountain Changemaker et qui était là pour mettre en avant les initiatives qui sont prises pour s'adapter et trouver des nouveaux modèles. Et je reviens au début, quand on est chef d'entreprise ou quand on aime le côté entrepreneur, avoir des gens qui réfléchissent à des nouveaux modèles, qui réfléchissent à s'adapter au marché, c'est exactement ce qu'on aime, quoi. En tout cas, c'est ce qu'on aime montrer. Il reste pas les deux pieds dans le même sabot à se dire Greta Thunberg a dit qu'on allait tous mourir, quoi. Non, oui, elle a raison. Enfin, elle a raison d'avoir dit ce qu'elle a dit. C'est l'époque d'ailleurs des collapsologues, le mouvement des collapsologues avec le bouquin Comment tout peut s'effondrer. J'ai lu ce bouquin, j'ai pas été jusqu'au bout et je me suis dit mais il faut que je fasse quelque chose, c'est pas possible, quoi. À mon petit niveau, qu'est-ce que je peux faire? Je connais plein de gens qui sont dans le tourisme et qui ne se laissent pas, uniquement envahir par l'angoisse du marché ou ne sont pas dans le déni non plus, mais au contraire sont conscients et se disent ok, on va chercher ensemble, on va voir comment on peut faire. Et puis deux, ce que je sais faire moi, c'est faire du contenu et le médiatiser. Voilà, donc je me suis dit, il faut que je fasse ça. Donc j'ai écrit cette série, Mountain Changemaker, avec le principe en fait de regard croisé entre deux personnes qui normalement sont pas faits pour se parler. Dans les premiers épisodes, il y avait autant une Camille Etienne qui est activiste du climat que un Mathieu de Chavannes qui est très conscient de beaucoup de choses d'ailleurs, mais qui sur le principe est un patron de société de remontée mécanique. Je voulais absolument montrer que ces personnes ne sont pas dans les mêmes contextes, mais ont quelque part le même objectif et en tout cas peuvent, si on les aide un peu peut-être, se rapprocher et se parler. Et qu'il y a que comme ça qu'on y arrivera. Donc c'est moi mon côté un petit peu politique et c'est aussi une des multiples choses que j'ai fait quand j'étais gamin, c'est que j'étais très impliqué politiquement, mais par le mot grec. Enfin, j'ai aussi été un peu encarté, mais pas longtemps. Mais la politique en l'occurrence, dans son plus beau, dans sa plus belle définition, m'a toujours intéressé. Et l'ambition de Changemaker, c'était ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est très. Vous voyez ce que je suis en train de dire, c'est que je suis chef d'entreprise, mais ce que je fais là, c'est quand même vraiment de Changemaker à la base. Sincèrement, il n'y a aucune réflexion de business model derrière. Enfin. Je veux dire, de fonctionnement, oui, mais j'ai surtout pas fait, de toute façon, j'ai jamais fait dans ma vie, mais alors encore moins que Montage Maker, me dire, tiens, je vais faire un produit qui marche et je vais gagner de l'argent. C'est vraiment parti du fait de dire, je peux être utile à quelque chose, et deux, moi, ça me dirait bien, en fait, de voir une série où des gens se parlent, alors que je les vois tous pas se parler, mais moi, je leur parle tous. En fait, moi, j'ai aucun problème à aller boire un verre avec David Ponson d'un côté, et le mardi et le mercredi à déjeuner avec Freddy Maignan. Et d'ailleurs, maintenant, ils se parlent, mais à l'époque, je pense que ces gens-là, ce monde-là ne se rapprochait pas. Donc voilà, si je pouvais servir à ça, c'était bien. Et puis voilà, puis cette série, elle a bien marché. Ça a été vraiment une série doc au début, de la façon la plus classique, hein, c'est-à-dire dossier déposé au CNC, diffusé sur la plateforme Montagne TV+, mais sur des formats très télé d'ailleurs, des 26 minutes. Et puis elle a évolué avec des formats plus longs, des formats plus courts, des séries plus resserrées. On a eu des sportifs, on a eu des champions olympiques, on a eu vraiment beaucoup de gens, des politiques, des scientifiques, beaucoup, des scientifiques, des chercheurs, des sociologues, on a vraiment eu beaucoup de gens intéressants. En fait, en 2 ans, on a fait plus de 180 rencontres, entretiens, interviews, comme ce que tu es en train de faire. Et moi, j'en ai fait beaucoup et j'ai l'impression d'être devenu beaucoup plus intelligent, ou en tout cas beaucoup plus cultivé sur ce domaine de réflexion sur la transition. Et parmi les discussions que j'ai eues, évidemment, je sais plus si c'est moi tout seul mais qui l'a eu à un moment, mais j'ai commencé à challenger avec certaines personnes que je connais bien dans le milieu, des Antoine Burnet à la Compagnie du Mont Blanc, Éric Bouchet aux Deux Alpes ou d'autres, l'idée de me dire, est-ce que cette série dont la thématique marche bien pourrait pas devenir un média, parce qu'il y en aurait peut-être besoin de faire encore plus qu'uniquement une série. Et comme tout le monde m'a répondu, mais c'est génial, absolument, faut que t'en fasses un média, 2, vu ce que tu nous expliques de comment tu vois les choses, faut que t'ailles même plus loin qu'un média, faut que ce soit un think tank. Donc là, je les ai un peu calmés, je vais peut-être pas encore tout faire tout ensemble. Mais voilà, ils m'ont motivé à ça. Et puis après, j'en ai parlé notamment à une personne que j'ai re-rencontré et redécouvert un jour à Val d'Isère pour le Critérium, c'est Bruno Cerclet,
Il m'a dit oui, ok, faut qu'on en parle vite. On s'est vu 3 jours après autour d'un plateau d'huîtres et un verre de vin blanc à Grenoble, et on a eu l'impression qu'on se connaissait depuis 20 ans, ce qui était un peu le cas mais sans se parler. Et sa vision de ce que pouvait être Montagne Changemaker, comment pouvait faire évoluer cette marque Montagne TV, comment on devait agir sur la montagne de demain, était complètement la mienne. Donc on est parti sur l'idée de travailler ensemble et moi d'agrandir mon capital pour faire entrer des gens comme ça et travailler sur le projet Montagne Changemaker. Bon, je suis obligée de te poser la question parce que c'est l'une de tes questions préférées et évidemment tu me vois venir. Qu'est-ce que c'est pour toi un Mountain Changemaker ? Un Mountain Changemaker, pour moi, c'est quelqu'un qui se doit de s'impliquer, qui se doit de réfléchir à comment je peux, à mon niveau, à quel que soit le niveau, agir sur la réflexion et sur l'action. Et même si l'action n'est pas la bonne, ce que je veux dire, c'est qu'il faut tester des choses et le droit à l'erreur, il est important pour avancer sur ce que doit être la montagne demain. Le change est important. La montagne, elle doit changer. C'est plus un sujet, ça. Enfin, je veux dire, s'il y a encore des gens qui sont dans une forme de déni climatique, il faut qu'ils se regroupent et qu'ils fassent une assoce. Peut-être qu'on fera des dons, je sais pas, mais enfin, je veux dire, je veux bien essayer encore de les sensibiliser, mais c'est pas c'est pas le principal. Le principal, c'est que tous les gens qui sont conscients deviennent eux aussi, à leur niveau, un acteur du changement. Et ça, c'est changer soi-même, évidemment, mais c'est, comme ce que je disais tout à l'heure, changer aussi par participer à des choses, échanger des idées, réfléchir. Il n'y a pas besoin d'être un scientifique pour être forcément dans l'action. Ce qu'il faut, c'est les écouter, peut-être. Oui. De toute façon, il faut des scientifiques et il faut des gens qui soient dans l'action. Souvent, c'est pas forcément les mêmes. Donc, pour moi, c'est ça. Mountain Changemaker, c'est quelqu'un qui va, de toute façon, se sentir, on va dire, en tout cas, se sentir l'envie de s'impliquer dans une forme de changement et dans une forme même, je veux dire, de test de changement. Le modèle, on l'a pas. D'ailleurs, il n'y en aura pas un, il y en aura plusieurs. Et on les a pas forcément. Mais il existe des choses. Il faut juste se dire, on a quelques années devant nous pour réfléchir à des nouveaux modèles avant de se retrouver devant un mur et où là, on n'aura plus les moyens d'avoir le temps de réfléchir. Si tu reviens un peu sur ta carrière, quelle a été selon toi ta plus grande réussite, ton plus grand accomplissement ? Je pense que le jour où j'ai créé Montagne TV a été quelque chose de très fort pour moi parce que c'est très symbolique. Enfin, moi, je crois beaucoup au signe, en fait. Je crois beaucoup au momentum, en fait, dans la vie. Il y a des choses qu'il faut savoir écouter. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'un chef d'entreprise peut jamais être sûr à 100% et souvent même à loin de là de comment va se passer le business qu'il est en train de développer ou l'entreprise ou le reste. Donc, il se doit de prendre des risques. Et pour pouvoir prendre des risques avec le plus de réussite possible, il faut avoir du flair. Et ce que je veux dire, c'est qu'il faut écouter les choses, il faut mettre de côté ce qui n'est pas intéressant et sentir ce qui est intéressant et faire la différence entre les deux. Et c'est souvent pas simple et c'est ce qui fait la différence souvent de certaines réussites. Il y a des trains qu'il faut pas prendre et des trains qu'il faut pas rater. Mais moi, je crois voilà beaucoup à ces momentum, ces signes. Et donc, pour revenir à Montagne TV, c'est vrai que c'était un petit peu à l'époque où j'ai quitté TV8. J'ai monté une boîte qui s'appelle Oxo Media pour produire du documentaire parce que j'avais envie d'écrire à ce moment-là et ce que j'ai fait d'ailleurs. Et puis j'ai été à ce moment-là consultant pour plein d'autres télévisions évidemment. Donc là, j'avais plein d'opportunités. J'avais plein de trucs qui me venaient. Tout d'un coup, j'étais un peu libre. Les gens me connaissaient un peu parce que j'avais passé 8 ans à TV8. Et puis, il y a des choses que j'ai faites, pas faites, j'étais pas sûr, je suivais. Et puis tout d'un coup, il y a cette rencontre avec Jean-Philippe qui me parle de ça. Et là, j'ai dit, OK, ça, faut que je le fasse. Et j'ai tout lâché parce qu'évidemment, j'avais pas le temps de faire le reste. Je n'avais aucune garantie que ça allait marcher plus que d'autres choses qu'on me proposait qui sur le papier étaient hyper intéressantes aussi. Et donc, quand ça se lance et que tu te dis, à 18 ans, quand tu rentres en école de commerce et que tu te demandes ce qui t'intéresse, à quoi t'es passionné dans la vie à part le tennis c'est quoi? C'est la montagne et les médias. Et que à 36 ans, tu vis à Annecy, tu crées une chaîne de télévision, donc un média dont la thématique est la montagne, tu dis bon, t'as une forme de réussite intellectuelle, en tout cas de sentiment d'accomplissement en toi, et donc ouais, ça reste un super souvenir, évidemment, ça reste un super souvenir. Et là, l'année qu'on vient de passer avec le lancement de Mountain Changemaker était aussi pour moi une forme de réussite, parce que encore une fois, pas encore une fois, c'est en toute humilité, on va dire pour la deuxième fois, j'ai l'impression d'avoir été au bon moment. Et Montagne TV aussi était là au bon moment. Je l'ai créé en 2010, Montagne TV, alors que YouTube arrive en 2008. Et donc, le virage digital juste d'après est pas simple à passer.
Et Montage Maker, voilà, c'est une autre forme aussi de sentiment de se dire, ouais, là, c'est plutôt bienvenu. J'allais dire le produit, c'est pas très beau, mais c'est comme ça quand même. Est au bon moment, au bon endroit. À nous d'en faire quelque chose de très bien. Mais en tout cas, c'est forcément une marque forte et une date forte dans mon parcours. Et à contrario, est-ce qu'il y a une grosse erreur que tu aurais faite et surtout, qu'est-ce que tu en retiens? Des erreurs, j'en ai fait plein. Montagne TV, justement, je parlais tout à l'heure du virage digital, enfin je me souviens de l'année 2012 où les agences de com, le reste, tout le monde partait un peu en vrille parce que tous les budgets passaient de la télévision à l'internet, enfin au support digital en général, et j'ai pas su bien le négocier. Je le savais, je le voyais. En fait, à ce moment-là, s'il y a une erreur à faire, et je pense qu'elle est assez classique de beaucoup de chefs d'entreprise, c'est qu'à ce moment-là, j'avais tellement la tête dans le guidon que je voyais les choses, mais j'étais juste happé par le quotidien. Et ça, c'est une vraie erreur. C'est une vraie erreur parce qu'en fait, elle est classique. Tous les chefs d'entreprise, de petites entreprises en tout cas, en création, ont évidemment. Et le problème, c'est que si on se donne l'excuse de dire, bah oui, mais on pouvait pas parce qu'on était dans le guidon. Bah oui, mais non. En fait, il faut trouver une solution. Et la solution, à ce moment-là, je l'ai pas trouvée. Et je pense que la solution, ça aurait été de dire stop. En fait, c'est de dire stop, ok, on arrête tout là, on met une pause et on trouve une solution pour aller chercher des actionnaires, aller chercher des accords, prévenir des financiers de dire voilà ce qui existe, voilà ce qui peut marcher, voilà ce qui va pas marcher et voilà pourquoi je pourrais pas le faire évoluer parce que je suis tout seul. Ça paraît simple comme ça. Ça l'est pas. Mais en même temps, un job de chef d'entreprise, c'est évidemment pas simple. Enfin, en tout cas, c'est pas toujours simple, ça se saurait. Donc ouais, ça a été une erreur parce que ça a été après des années difficiles, racheté par Webedia, qui était une bonne chose, hein, mais je veux dire, ouais, ça a été un stop et ça c'est une erreur. J'ai pas su sortir la tête de l'eau et je pense que pas su sortir la tête de l'eau, ce genre d'erreur, mais à plus petite échelle, mais quand même arrivé plusieurs fois où je me dis, ça, cette émission-là par exemple, ou ce programme-là, j'aurais pu le sortir plus tôt et j'étais débordé, je l'ai pas fait, mais ouais, mais en fait non, t'aurais dû ne pas être débordé. En fait, la gestion du temps, c'est un sujet très intéressant, le temps d'ailleurs. Qu'est-ce qui te fait tenir quand c'est difficile? Où est-ce que tu puises ta motivation? Je kiffe ce que je fais, en fait. Non, mais en fait, des fois, je me pose la question aussi. J'aime vraiment beaucoup ce que je fais, en fait. En fait, j'aime ce que je fais, en général, déjà. La partie média, la partie montagne, la partie environnement, la partie développement de structure, tout simplement. Déjà, j'aime ça. En effet, peut-être que je serais peut-être plus dur sur d'autres thématiques. J'ai eu un poste à un moment, quasiment la seule fois dans ma vie où j'ai été salarié. C'est quand Montagne TV a été racheté par Webedia. J'y suis resté 2 ans. J'avais un poste de directeur général adjoint en charge du développement de la BU Tourisme. Chez Webedia, tu vois, une boîte qui fait 30% de croissance par an, Fimalak derrière. Et je crois que j'ai plus eu la pression chez eux et plus en fait, j'étais pas à l'aise. Tu gères pas bien la pression parce que t'es pas à l'aise dans ce que tu fais. Je faisais moins de contenu, de moins en moins de contenu, je faisais de la strat digitale et encore. Enfin, j'étais dans un contexte je faisais que des réflexions corporate. Il n'y avait pas de réflexion de vision. Enfin, donc voilà. Et ce qui me fait tenir, c'est j'ai de la chance, quoi, en fait. C'est quand même une chance énorme. Oui, il y a des problèmes à gérer dans une boîte, mais en même temps, je crée du contenu sur des thématiques qui moi-même m'intéressent. Je sens que je mets des choses en avant. J'ai rencontré plein de gens fantastiques dans mon job. En fait, je crois ça, c'est un truc qui revient souvent. Quand je fais un entretien, ou même quand c'est pas moi qui le fais, que c'est une journaliste avec qui je travaille, qui le fait et qu'on le visionne ensemble, des fois je me dis mais en fait c'est par mon job que je rencontre ces gens-là. Enfin je sais pas, je me souviens d'entretiens assez longs que j'ai fait où j'ai l'impression pendant 1 heure d'entretien de m'être enrichi et c'est des vraies parenthèses de vie, quoi. Et donc tant que t'as des chances comme ça, tu tiens. Et puis après, troisième chose quand même, pourquoi je tiens? Petit message à beaucoup de gens, et je sais que t'as beaucoup de gens plutôt entrepreneurs donc qui écoutent, donc ils vont tous me comprendre. Mais il y en a peut-être certains qui s'en rendent pas assez compte. L'autre, c'est que si tu sais pas tenir la pression, il faut pas monter une boîte. Hein. C'est pas bien. Et c'est absolument pas un défaut, quoi. C'est juste un constat. Il y a des gens qui sont faits et qui sont brillants pour être à des postes importants dans des grandes structures ou dans des structures moyennes ou petites, mais où c'est pas leur boîte. Et il y a des gens qui sont faits pour absolument faire avancer leur boîte. Et encore une fois, il y en a pas un qui est plus intelligent que l'autre. C'est juste que il y a des erreurs à pas faire, quoi. Donc pourquoi je tiens? Parce que je pense que je suis fait pour être chef d'entreprise quelque part. En fait, enfin, j'ai jamais cru que j'allais pas avoir de pression, ou que j'allais pas avoir de stress de temps en temps, ou que ça allait être un long fleuve tranquille de monter une boîte. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? On m'en a donné plusieurs, mais je pourrais parler de conseils en montagne, parce que je fais quand même beaucoup de métaphores aussi, avec que j'ai quand même fait beaucoup de montagnes, et j'ai eu quand même beaucoup de personnes qui m'ont beaucoup marqué en montagne, et tu fais souvent des métaphores avec la vie.
J'ai fait aussi beaucoup de tennis quand j'étais jeune. Et pour l'anecdote, moi, quand je regarde quelqu'un jouer au tennis, je peux t'expliquer exactement son caractère, ses faiblesses et ses forces dans la vie, dans une entreprise. Et donc, c'est pareil quand tu es en montagne, il y a des choses qui sont importantes que tu sais. Je crois qu'il y a, parmi tous les conseils, il y en a un, encore une fois, je vais reciter Paul Rivière qui m'avait dit « N'ayez jamais peur de vous entourer de gens meilleurs que vous ». Et ça, c'est pareil, c'est un pas en avant parce que tu peux quand même aussi avoir à trouver des choses dans la vie et donc peut-être, je pense pas avoir eu peur de ça, mais je pense que des fois, naturellement, tu as peut-être un bon chef d'entreprise, il s'entoure de personnes meilleures que lui et il garde le lead. C'est pas un problème normalement. Est-ce que c'est un conseil que tu donnerais ou quel est le meilleur conseil que tu as donné? En fait, ce qu'il faut, c'est trouver le bon équilibre entre ne jamais rien lâcher. Et alors, les gens qui me connaissent savent que je ne lâche jamais. Mais il faut trouver le bon équilibre entre ne jamais rien lâcher et encore une fois la notion de temps. C'est-à-dire que pour autant, quand même, lâcher certaines choses qui vont prendre du temps pour rien. Et ça, c'est pas simple. C'est pas lâcher tes envies. En fait, c'est croire en toi. Parce que même si tu te trompes, si t'es chef d'entreprise, tu peux faire toutes les études de marché que tu veux. C'est 5% du reste. Le reste, ce sera ton intuition. Évidemment qu'il faut la documenter, mais c'est avant tout, si tu ne fais que des études de marché, tu vas juste faire ce que font les autres. Ça ne sert à rien. Enfin, c'est pas que ça sert à rien, mais enfin, c'est pas. Donc, s'il y a un point, évidemment, c'est que il faut garder confiance, en fait. Il faut garder confiance dans ses certitudes, ne pas être obtus, évidemment, s'ouvrir, mais garder confiance. À un moment ou à un autre, si tu as une intuition, généralement, elle est bonne. Et donc, c'est pas parce que tout d'un coup, ça marche moins bien ou ce machin qu'il faut tout de suite dire ah, j'ai fait une erreur, je vais faire autre chose. Mais non. Non, en fait, il faut aller au bout. Donc voilà, ne rien lâcher, aller au bout. Putain, ça fait un peu combat, tout ça, mais... En tant que journaliste, tu as une position d'observateur qui est très privilégiée. Comment est-ce que tu vois les industries du tourisme et des sports outdoor évoluer? Quels sont les changements qui t'ont le plus marqué et où est-ce que tu aimerais qu'elles soient dans le futur? Ce qui m'a le plus marqué, ou ce qui est le plus marquant en tout cas, c'est que il y a vraiment de moins en moins de gens dans l'industrie du tourisme et de l'outdoor qui ne sont pas dans l'action, qui ne sont pas, j'allais dire en mouvement, mais j'essaie d'éviter les termes politiques, bien trop employés, qui ne sont pas dans dans l'acceptation du fait que le changement, il est inéluctable, le changement de modèle, je veux dire, je parle pas forcément d'une catastrophe, je parle juste du fait que il est évident qu'il va falloir s'adapter. Et donc, ce qui donne espoir, et ça, c'est qu'il y a quand même de moins en moins de gens qui ne sont pas déjà dans l'action. Mais l'autre point, c'est que ces gens continuent à être dans l'action. Ces gens, beaucoup de gens inventent, prennent des initiatives, essayent de modifier leur modèle, de ne plus faire exactement comme avant, ce qui est compliqué dans des industries très, très assises. Et pour autant, sont dans une sorte d'inconnu, puisqu'en fait, encore une fois, il n'y aura pas de remplacement du modèle du ski, donc il y a une forme d'inconnu. Et pourtant, ils y vont. Pourtant, ils gardent espoir et ils avancent en se remettant en question. Donc ça, c'est pour moi des choses qui sont extrêmement positives. Alors oui, ce que je viens de dire là n'est pas forcément vrai de 100% des acteurs, mais franchement, je suis quand même très positif sur le pourcentage d'acteurs et de plus en plus. Ensuite, où je voudrais qu'ils soient, évidemment, c'est un peu comme tout le monde qui connaît un petit peu ce milieu, c'est qu'on arrive à être, à faire évoluer tous ces modèles vers des modèles qui sont plus équilibrés en termes d'économie locale, en tout cas d'industrie, de réindustrialisation des territoires, de gestion des flux, en tout cas de moins de dépendance à un hypertourisme. Juste, se dire, ok, on a vécu les super années depuis le plan montagne, les plans montagne, jusqu'à maintenant, ok, on a gagné beaucoup d'argent, ok, juste dire, voilà, ça c'est fini, donc c'est quoi le prochain? Et donc le prochain, on sait très bien qu'il sera forcément avec un peu moins de tourisme, forcément. Donc ce que j'aimerais, c'est ça, c'est qu'on ait une acceptation de ça et une vraie mise en marche de tout le monde là-dessus. Il y a beaucoup de forces qui sont mis en avant, qui sont mis en marche, qui sont mis ensemble. Il en faudra encore un petit peu plus. Je pense qu'on va dans le bon sens, hein, mais il y a encore un peu de job. Merci beaucoup Laurent Surbeck, cofondateur de Montagne TV, d'avoir été notre invité aujourd'hui. Voici les 6 points clés à retenir de cette interview. Le premier, c'est qu'être entrepreneur, c'est conduire ses projets sans avoir la certitude que ça se réalise. Le deuxième point, c'est la définition d'un mountain changemaker, c'est-à-dire une personne qui trouve de nouveaux modèles et se doit de réfléchir à comment il doit agir pour inventer la montagne de demain. Le troisième point, c'est une erreur classique de chef d'entreprise, c'est-à-dire d'être happé par le quotidien. Alors dans cette situation,
arrêtez-vous et prenez de la hauteur pour trouver la solution au problème ou anticiper les prochains changements qui vont arriver. Le 4e point, n'ayez jamais peur de vous entourer de personnes meilleures que vous. Le 5e point, l'astuce de Laurent, c'est de trouver le bon équilibre entre la persévérance et l'entêtement. Et surtout, croyez en vous-même et gardez confiance en vos intuitions. Et enfin, la punchline de l'épisode, si tu ne sais pas tenir la pression, il faut pas créer une boîte. Merci à tous d'avoir écouté Outdoor Minds. Cet épisode vous a plu ? Alors soutenez-nous en mettant une note de 5 étoiles avec un commentaire sympa sur votre application de podcast. Cela nous aidera beaucoup pour faire connaître les épisodes et mettre en lumière tous ces leaders qui le méritent. Vous voulez en découvrir de nouveaux dans le tourisme et les sports outdoor ? Alors nous vous invitons à nous retrouver mercredi prochain avec un nouvel invité inspirant. Vous avez un projet en stratégie de marque ou un besoin en stratégie RSE ? Alors contactez-nous à info@switchconsulting.fr. À très vite sur Outdoor Minds.